Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Bonjour, nous sommes toujours dans la saison 2 d'Happy Podcast qui se déroule en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Nous avons débuté cette saison 2 avec Émilie Sommers, puis Séverine Évrard. Et après ces deux héroïnes, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un héros, un homme, Luc Van de Putte. Bonjour Luc. Bonjour Valérie, quel défi. Quel défi. Nous avons pris le temps de boire un petit café avant de démarrer pour nous chauffer la voix. Nous sommes installés dans des canapés, l'un en face de l'autre, et le premier clap va pouvoir être lancé. Je vais, comme à l'accoutumée, commencer par te présenter. Contrairement à nos deux précédents héros, tu n'étais pas dans la table ronde des fêlés. Je rappelle qu'il s'agit des épisodes 2 à 7 de ce podcast. Notre rencontre s'est faite dans une soirée d'anniversaire, sur les coups d'1h30 du matin. Je t'ai parlé de fêlure, de bonheur rentable et tu as sauté à pieds joints dans la constellation des fêlés. Alors pour que les auditeurs apprennent à te connaître, je vais te proposer de faire un flashback dans ton histoire de vie avant d'explorer ta dernière épreuve, puisque le challenge de ces interviews est de t'accompagner à dépasser ton dernier défi de transformation. Prêt pour la présentation ? Et avec plaisir. Alors, Luc, tu as 69 ans. Tu es diplômé en éducation physique, en sociologie des loisirs, en executive management et plus récemment en psychosexologie appliquée. Tu as construit ton expertise dans le management du sport et tu as développé ta passion pour l'humain en parcourant le monde entier, en étant confronté à la multiculturalité, aux contradictions des dirigeants, au manque d'authenticité et de vulnérabilité dans les relations. Tu fais partie des hauts potentiels hypersensibles. Comme tous les fêlés, tu as traversé des épreuves avant de décoller de l'attraction terrestre, de prendre conscience de tes fêlures, de les exploiter comme des atouts et d'éclore enfin à tout point de vue, personnel, professionnel, sexuel et philosophique. C'est bon ? C'est émouvant de s'entendre résumer un parcours comme celui-là. Je ne te le fais pas dire et ça n'est que le début. Alors Luc, je te propose un petit flashback dans tes stratégies de comportement, celles que tu as mises en œuvre comme système de défense sans en avoir conscience, avec plus ou moins de souffrance. Alors est-ce que tu veux bien nous décrire les épreuves que tu as dû affronter, quels mécanismes tu as développés en tant que multipotentiel pour pouvoir vivre, voire même survivre? Eh bien, un flashback qui me remonte depuis que j'ai pris conscience il y a moins de 10 ans de cette multipotentialité. C'est un flashback qui remonte, je dirais, dans le jardin d'enfance et dans la cour de récréation de l'école, où j'étais mauvais perdant, je me retrouvais avec une grande émotion à râler et à être peu compris, mais je n'en avais pas d'explication et je me retrouvais souvent dans des exclusions de groupe. Il a fallu peut-être que la randonnée,
que j'ai pratiqué pendant très longtemps, au départ de l'école où j'étais, m'a permis de mieux me découvrir, me confronter déjà à la nature, mais des ruptures de vie aussi, divorce des parents, une difficulté aussi à trouver ma place dans tous ces challenges de vie que j'ai dû affronter dès l'âge de l'adolescence, et puis aussi à accompagner une petite sœur 13 ans plus jeune. Tout cela m'a amené à avoir une maturité de réaliser une vie bien avant, je dirais, l'âge habituel. Je me suis retrouvé aussi confronté à une double vie à l'université. D'une part, réussir ses études, et d'autre part, vivre la gadaille, parce que ça m'a été, je dirais, comme une profonde émancipation, mais je ne la révélais pas à ma maman, chez qui je vivais encore. Et donc, je me suis retrouvé à devoir cacher une partie de ta vie, finalement, de ma vie et de ce qui foisonnait en moi, sans comprendre si c'était bien ou pas bien, et sans pouvoir exorciser cette sensibilité que j'avais. Bien sûr, donc un mécanisme évidemment bien connu d'adaptation, oui. Pour faire plaisir, pour essayer de se conformer, de se confronter à la société, à ses codes, etc., qui t'amène quand même, si je suis ce que tu nous dis, justement à développer une capacité de se ressourcer dans la nature, une capacité à vivre finalement deux vies en parallèle, pratiquement, dans ton émotion intérieure et dans ce que tu donnes à montrer à l'extérieur. Donc ce sont des choses dont on ne se rend pas compte, évidemment, au début, mais finalement, on développe aussi des capacités, finalement, au travers de cette résilience qui se met un petit peu en place, sans le savoir. Oui, et une des chances que j'ai eues dans la vie, est-ce qu'on la provoque, est-ce qu'elle est venue à moi, mais c'est que j'ai rencontré une fêlée, mais ça je ne le savais pas, qui deviendra mon épouse on a vécu 25 ans ensemble, et on s'est consolidé justement dans l'amour, à traverser toutes ces épreuves. J'ai pris de plein front une dépression vers l'âge de 35 ans, et j'ai eu la force de me dire je ne vais pas me soigner par des médicaments. Et j'ai rencontré une personne qui m'aura inspiré énormément, Joël Thirionnet, par le massage. Et donc je me suis soigné par le massage, et en un mois j'étais de nouveau avec un mental favorable. Et puis une deuxième personne m'a inspiré en me disant et si tu commençais l'aïkido ou un instrument de musique? Et donc je me suis mis à l'aïkido, qui m'a permis de m'ancrer dans un domaine qui était justement ma formation universitaire en éducation physique, mais où on avait oublié tout l'énergétique. J'étais diplômé en alphabète énergétique, et je ne m'en suis pas caché dans mes études auprès de mes anciens professeurs. Et alors j'ai commencé le piano. Ah. Et donc ces deux activités distantes, l'aïkido semble être plus agressif, mais non, c'est un art martial où on connecte avec, je dirais, son ki. Et puis le piano demande de consulter, de contacter son âme. Et ça a été pour moi l'amour, l'aïkido et la musique ont été des précurseurs. Des déclencheurs, en fait. De commencer à mieux m'aimer. Exactement, puisque dans la vie des fêlés, il y a toujours un déclic, en fait, voire même plusieurs, des déclencheurs. Et ça invite justement le héros, puisqu'on est toujours entre héros, oui. à changer d'angle de vue. Oui, oui, tout à fait. Et à considérer justement le chemin qu'il a parcouru d'une autre façon, en conscientisant à ce moment-là qu'il y a une sorte de cadre, il y a une sorte de structure dans laquelle on a essayé de s'intégrer, dans laquelle on a réussi d'ailleurs à s'intégrer, mais comme on le disait juste avant, au prix de quelques souffrances. Donc effectivement, toi, tu as pris conscience de tes besoins en les exprimant,
au travers de l'aïkido, du piano, et le premier Non, tu as dit non, aikido, voilà, piano, le massage. et le massage. Voilà, je me disais qu'il y Voilà, avait un premier point. Le massage, qui va certainement être un déclencheur aussi pour la suite de ce que tu vas nous délivrer. Donc, une fois que tu prends conscience, effectivement, de ta différence, comment est-ce que tu as cultivé cette nouvelle conscience qui a commencé à se mettre en place pour l'ancrer dans ton quotidien? J'imagine que l'aïkido et le piano, ce sont des choses qui ont été récurrentes. Oui, et je dirais essentiellement, vu que j'étais hypersensible, mais je ne le savais pas, j'en souffrais, l'aïkido m'a permis d'appliquer ce cadre qui est la première défense en aïkido, c'est ne pas aller dans le terrain qui n'est pas bienveillant. La deuxième défense, c'est que si on va sur le tatami qu'on pense bienveillant, c'est d'être dans son intégrité, c'est-à-dire se centrer. Et peut-être dire à la personne qu'on perçoit malveillante, mais ma bulle, elle est là, il ne faut pas venir la déranger. Et puis la défense suivante, c'est que si la personne n'a pas compris et rentre dans notre intégrité, c'est d'utiliser certaines techniques. La technique verbale, pour moi, n'était pas celle que je maîtrisais ou que j'affectionnais. Et donc, j'ai appris, par cette approche, le cadre de l'aïkido, à commencer à éviter, esquiver, je dirais, la manipulation verbale, où j'étais très sujet à me renfermer. Au travers du corps, finalement. Au travers du corps. Un peu comme le massage. Et le massage, et c'est quelque chose que je recommande beaucoup autour de moi, m'a permis de retrouver une proprioception de mon enveloppe corporelle, puisqu'elle était surtout ouverte vers les autres ou perméable à la malveillance d'autres, ou peut-être simplement à des choses qui me touchaient au niveau de ma sensibilité profonde. Et donc le massage m'a permis de retrouver cette identité corporelle, et plus, je dirais, sensible au niveau du mental, et de se faire des plans sur peut-être ce que je percevais comme une malveillance et qui ne l'était pas. Oui, tout à fait. Donc là, tu es en train de nous expliquer déjà justement le principe de la relation, finalement. Puisque d'abord, tu as subi, finalement, des relations. Et comme tu viens de le dire, peut-être parfois en extrapolant un peu, ce qui pouvait venir de l'autre, en tout cas que tu ressentais comme une difficulté. Et ensuite, tu as effectivement développé, toi, une façon d'entrer en relation avec l'autre, non pas par la verbalisation, en tout cas elle est venue dans un deuxième temps, puisque tu as d'abord travaillé le langage du corps, finalement. Oui, ça c'était essentiel pour moi, puisque mon corps m'a souvent exprimé, mais ça doit parler à nos auditeurs, des tensions de toutes sortes, musculaires ou digestives, et que c'était très inconfortable. Il m'a fallu des années, je suis passé par des périodes où je fréquentais les ostéopathes très souvent, et ce qui est maintenant tout à fait apaisé. Et donc oui, cette prise de conscience corporelle était essentielle pour apaiser mon hypersensibilité mentale. Moi, je sais que pendant longtemps, je maniais facilement le concept de psychocorporel, puisqu'on parle souvent effectivement des répercussions dans le corps de choses qui se passent dans le mental. Jusqu'à entendre à un moment donné dans ma vie quelqu'un me parler de somatopsychique. Et là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors en fait ça marche à l'envers. On peut partir du corps pour revenir finalement, ou venir libérer, débloquer le mental. Et évidemment ça, ce sont des techniques, des thérapies, des énergies qui sont beaucoup plus rapides que d'aller effectivement
cherché dans la psychologie et verbalisé, parce que ça a souvent été, ça a été anciennement, et ça reste encore d'actualité, hein, je ne dis pas le contraire, mais je sais que chez les multipotentiels, on a envie d'aller vite et que le somatopsychique est beaucoup plus puissant. Tu es d'accord avec ça? Oui, et il m'est arrivé très, très jeune dans ma carrière, quand j'ai travaillé dans la prospective des loisirs, de conseiller à des parents qui me consultaient pour leur enfant, d'essayer de comprendre qu'était l'approche psychique de l'enfant et de conseiller, par exemple, d'aller dans des arts martiaux de combat s'il y avait besoin, je dirais, de prendre conscience du toucher, de la confrontation musculaire et puis aussi d'apprendre des règles éthiques de ces arts martiaux, ou alors de s'adonner à d'autres sports qui étaient plus expansifs, que ce soit la glisse, le ski, snowboard, etc. Et donc, il y a aussi cette façon, peut-être pour des multipotentiels, de trouver un épanouissement, une sorte d'exorcisation de certaines frustrations ou contractions par la pratique d'activité de libération. physique. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'on est tous, hein, et ça c'est humain, confrontés à de la frustration et de la colère, et que cette colère s'emmagasine dans le corps, évidemment, lorsqu'elle n'est pas exprimée. Et lorsqu'on est hypersensible et émotif, on a une certaine difficulté exprimée à ne pas vouloir aussi blesser l'autre, avec cette empathie énorme. Et du coup, tout ça s'incruste. Et la seule façon de désincruster, si je puis dire, c'est effectivement de passer par la libération du corps, qui peut être donc dans des arts martiaux, dans du sport, dans la danse. Je regardais il n'y a pas longtemps, il y a une série en ce moment que j'adore, qui est Zoé et The Extraordinary List, je crois, Playlist. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment que je vous recommande, puisqu'effectivement, elle voit, elle assiste finalement à des comédies musicales en direct. Elle est la seule à le voir en regardant des gens et en ressentant ce qu'ils pensent. Et donc, cette expression corporelle qui se fait au travers de la chanson, elle le vit elle-même à un moment donné parce qu'elle est très en colère et sa voisine l'invite et dit la seule chose à faire, et elle met une musique de rap bien brutale et elle se met à danser et à exprimer sa colère. Donc c'est une technique qui est souvent aussi recommandée, d'aller crier quelque part, d'aller défoncer des coussins, casser de la vaisselle. Oui, donc on a effectivement une expression corporelle qui libère par rapport à ces frustrations. Et dans ce sens-là, je vais évoquer une autre pratique sportive qui actuellement a encore plus de sens pour traverser toute la complexité socio-économique, c'est la planche à voile. Parce que je suis sorti du cadre du tatami et là on lutte avec les éléments, c'est-à-dire l'eau et le vent, et sur la planche à voile je devenais moi le gréement et la cohérence entre les éléments. Excellent. Et c'est là où je me suis aussi lâché à crier au moment où j'arrivais à la limite de ce qui était acceptable par les éléments et avant le chavirage. Et donc j'avais cette image du film de Jonathan Livingstone où j'étais entièrement libre, malgré que j'ai glissé sur l'eau et que je tenais un mât dans les mains et que j'arrivais à l'extase de libération. Et ça a été pour moi une révélation parce que ça m'a aidé énormément après dans l'appréhension de tout ce qui était les défis de gestion et les défis, je dirais, de l'adversité à rencontrer d'autres cultures. Totalement. Tu me fais penser à un sport, moi, que j'ai pratiqué, que je pratique encore, mais je l'ai pratiqué de façon intense pendant quelques temps, qui est le golf. Et le golf, si tu veux vraiment avoir un geste efficace, ça passe par la libération. Si tu es très appliqué, que c'est de contrôler cette balle et de contrôler ton geste, ça ne fonctionne pas très très bien. En revanche, lorsque tu libères ton geste, lorsque vraiment ça traverse
et qu'il y a une énergie qui se met dans la rotation, dans la vitesse d'exécution et dans le lâcher-prise, là, tu as vraiment un résultat qui te ravit déjà, donc ça te libère encore quelques endorphines, ça te donne cette énergie de bonheur, et puis tu es en pleine nature, tu avances dans des paysages magnifiques, donc tu as à la fois cette concentration, voire même introspection de la marche dans la nature, cette convivialité, parce que souvent tu partage ce sport avec d'autres, et puis cet élément effectivement de liberté qui vient lorsque c'est possible, s'inviter dans le geste et le résultat. Alors, tout à fait, je l'ai découvert sur le tard, il y a moins de 10 ans, le golf, et j'avais une appréhension, parce que ce golf, je le voyais comme beaucoup de personnes, comme un sport pour une élite, et ce qui est une erreur, parce que dans des pays anglo-saxons, c'est très populaire, il y a énormément de golf sur des places publiques, sur des parcs publics plutôt. Et en fait, c'est le parcours que j'ai suivi de l'aïkido, par rapport au tai chi. L'aïkido, on rentre dans la connexion, on touche et on appréhende l'énergie de l'autre. Au tai chi, c'est très introspectif. C'est comme le yoga auquel j'adhérerai par la suite. Et le golf est un peu une combinaison des deux, parce qu'il est très cadrant, puisqu'on est tributaire d'un club, cet engin qui permet d'envoyer la balle. On est tributaire d'un cadre qui sont le parcours, et il faut arriver à une quintessence de lâcher prise qui est celle du tai chi ou du yoga, puisque sinon cette petite balle va dévier de 20 mètres ou de plus, et on perd tout le plaisir de l'art du golf. Donc. Ce qui d'ailleurs explique, je crois que ça a déjà été dit, que de très grands sportifs, et la plupart des grands sportifs, jouent au golf à côté de leur sport principal, parce que c'est un sport qui n'est pas trop physiquement sollicitant. En revanche, ils y travaillent, leur concentration, leur lâcher-prise. Oui. Donc c'est à la fois un loisir, mais en même temps un travail personnel qui les aide sur leur expression ensuite au tennis, dans d'autres sports. Oui, et on y reviendra peut-être par la suite. C'est pour moi, quand je suis consulté pour dire, mais tiens, comment est-ce que je pourrais m'émanciper ou développer plus de sociabilité, je travaille très fort sur la psychologie du sport, et puis sa technicité. Parce qu'il y a le sport pour, je dirais, développer son physique, il y a le sport pour la performance, mais il y a aussi le sport pour le bien-être et le social. Et donc, il y a aussi une adéquation culturelle par sport. Totalement. Et donc, c'est un élément que j'utilise beaucoup dans tout ce qui est burn-out, post-burn-out, et même stratégie d'épanouissement dans le management. Alors, on va peut-être venir sur, justement, puisque ce premier épisode va se clôturer quand même avec ton défi. Donc, avant d'exprimer le défi, puisqu'on est passé là par un échantillonnage de ton expérience et un petit échange philosophique, peux-tu nous rappeler ce que tu proposes aujourd'hui? Quelle est ton offre? Et ensuite, peut-être aller vers ce défi qui te reste à relever. Alors, ce que j'ai découvert par les voyages, puisque j'ai eu le privilège de pouvoir travailler pour des grands événements sportifs un peu partout dans le monde, et ce que je me rends compte dans l'enseignement, j'ai eu le privilège aussi d'enseigner en école de commerce, c'était des jeunes adultes qui sont, ou des adultes qui sont en formation continuée, à se dire mais qu'est-ce que je vais faire de demain, quel job, où est-ce que je vais m'épanouir, mais j'en suis à enfin peut-être assimiler le langage du cœur. Et comment oser le langage du cœur quand on est dans de la productivité, dans de la performance, que ça soit
comme les Jeux Olympiques, ou que ça soit simplement la performance dans la gestion quotidienne d'entités sportives ou de l'entrepreneuriat. C'est comment oser le langage du cœur. Et ça, c'était mon défi ces dernières années. Et la grande découverte, c'est que c'est percutant. J'atteins un plus grand niveau de communication et de sensibilisation de mes interlocuteurs en osant le langage du cœur et en allant au cœur de l'authenticité de l'enjeu. Et aussi en essayant de décoder ce qui n'est pas dit, mais ce qui existe dans mes interlocuteurs comme opportunité ou frein. L'invisible. L'invisible dans l'aboutissement du projet. Mm-hmm. Et ça se passe, que ça soit dans le coaching, l'enseignement que je fais à l'Université libre de Bruxelles, ou que ça soit dans la consultance pour des grands projets d'infrastructures sportives comme un stade. Je me rends compte que par la complexité actuelle qu'on traverse, par tous les enjeux socio-économiques et géopolitiques, énormément de mes interlocuteurs sont préoccupés par le sens de ce qui freine à l'aboutissement du projet, ou le sens de ce qui pourrait le débloquer, ou exceller à l'aboutissement d'un projet qui va dénouer comment rénover un stade, ou qui va dénouer comment je vais pouvoir positionner ma carrière. Donc ça, c'est ce que tu as déjà compris, appris dans ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu pourrais aller un cran plus loin pour me dire quel est ton défi ? Alors, j'en ai certainement plusieurs, puisque je suis dans cette émancipation d'accepter cette multipotentialité. J'insiste sur ce terme-là par rapport au potentiel qui est souvent perçu comme prétentieux. Le défi que j'ai, c'est d'oser exprimer et partager, inspirer l'authenticité, le langage du cœur. La vulnérabilité. La vulnérabilité. Je rencontre et j'échange beaucoup avec des hommes. Plus particulièrement, on est dans une société fort masculine, à dominance masculine, et beaucoup d'hommes qui n'osent pas être authentiques, et ils ont peur d'être fragiles, et ils ne touchent pas leur vulnérabilité, ils ne l'expriment pas. Et donc, comment reconnecter avec soi-même ? Et ça commence par l'amour de soi, et puis oser l'amour. Oser l'amour. Ça, c'est une belle phrase. Oser l'amour, se reconnecter à un amour qui, en plus, permet d'activer son potentiel de guérison, quelque part. En effet. Puisqu'il y a effectivement derrière tout ça de la guérison de l'humain, plus particulièrement des hommes, dans ce que tu nous dis. Et je pense qu'effectivement, je te rejoins, je crois que l'homme est encore moins habitué que la femme. Ça ne veut pas dire que la femme sait le faire très très bien, mais il est quand même moins habitué à exprimer cette vulnérabilité et cette authenticité. Donc c'est encore un défi supplémentaire. Et toi, en tant qu'homme, voilà, tu as déjà passé beaucoup de caps. Mais on peut peut-être terminer comme ça. En tout cas, c'est ce que je te propose pour ce premier épisode, cette première échange et cette présentation. C'est de se dire que ton défi, et que l'on va essayer d'approfondir ensemble dans les épisodes suivants, eh bien, c'est d'oser exprimer ta vulnérabilité, ton authenticité, pour se connecter, comme tu dis, au langage du corps, du cœur, à l'amour, du corps aussi d'ailleurs, mais donc à l'amour, et donc pour pouvoir activer ce potentiel de guérison de l'humain. On est d'accord ? Là, je pense que j'ose déjà, mais j'aimerais le partager et oser le partager. Voilà. Alors, c'est peut-être pas oser l'exprimer, non, c'est oser le partager. Oui. Et on y reviendra, parce que tu nous as parlé beaucoup, effectivement. Enfin, tu nous as parlé, non, on a parlé, mais tu nous as parlé de ce que tu as fait jusqu'à maintenant
beaucoup dans le monde du sport, etc. Mais encore pas trop d'expression ou de présentation de ce que tu proposes de faire dans un projet qui va justement être là, d'oser le partager. Oui, parce qu'à 69 ans, j'ai encore énormément à exprimer, à déployer. Évidemment. Et je pense que par rapport à l'inertie qu'il y a dans le développement de construction, d'espace où le sport peut s'exprimer, j'aimerais être plus en connexion avec l'expression de l'humain. Superbe. Eh bien, Luc, je te remercie pour ce premier échange. Et je te propose que l'on se retrouve prochainement pour un deuxième épisode. Avec plaisir et enthousiasme. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.